Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette première table ronde de la journée. Merci de vous être levés très tôt. J'espère que tout le monde est bien réveillé. Je sais que c'est une question, c'est peut-être la première question qui se pose ce matin, pour discuter d'un enjeu qu'on nous a proposé, l'art d'habiter nos territoires, une nouvelle approche citoyenne. Probablement, toutes et tous ici, nous aurions un angle à proposer pour traiter cette question, des priorités, des suggestions. En fin de table ronde, vous aurez l'occasion de donner votre point de vue, de poser des questions. Mais comme il me revient d'animer cette table ronde, c'est moi qui vais, si vous le voulez bien, vous proposer un cadre de discussion. Et pour cela, d'entrée de jeu, est-ce que vous avez eu ce magnifique programme qui est distribué? Eh bien, figurez-vous qu'en page 6, les choses ont été remarquablement faites, puisque vous avez là une présentation du concept ou d'une réalité scientifique de ce qu'on appelle maintenant les limites planétaires, qui encadrent les enjeux au moment de se pencher sur l'avenir de nos territoires, quels qu'ils soient. Les limites planétaires, ce cadre scientifique, donc au-delà des questions socio-économiques, géopolitiques aujourd'hui, eh bien, ce sont l'ensemble de ces conditions, de ces équilibres géochimiques qui, comment dirais-je, qui déterminent le caractère habitable de notre territoire ou pas, maintenant et à l'avenir. Et probablement, vous l'avez déjà entendu, une partie de ces limites planétaires sont d'ores et déjà franchies. Et c'est là un sujet premier au moment de considérer le territoire demain. Voilà, donc cette première réflexion m'amène à trois observations et donc des questions qu'on va ensuite soumettre à nos intervenants que je vais vous présenter dans un instant. D'abord, se pencher sur l'avenir des territoires, donc la ville de demain, comme on dit, cette ville de 2040, 2050, nous disent les scientifiques. En réalité, il faut tout de suite se le dire, cette ville de demain, c'est celle qui est déjà là. C'est celle qui est déjà là pour l'essentiel. Vu le taux de renouvellement urbain de nos villes, c'est bien celle qui est déjà là. Donc il faut s'intéresser à l'existant, essayer de porter un regard probablement différent sur ce qui existe déjà. Première remarque. Deuxième remarque, face à ces, comment dirais-je, à ces bouleversements, considérant que la puissance publique elle-même ne peut pas traiter toutes les questions, normalement, notamment lorsqu'il y a une urgence, un incendie, une inondation, etc. Vous avez vu que la puissance publique peut être vite dépassée. Forcément, cela implique de tisser, pour faire face à ces risques et à ces bouleversements, cela implique de tisser de nouvelles coopérations, de nouvelles solidarités. Deuxième point. Et enfin, cette affaire de territoire. Qu'est-ce que c'est qu'un territoire ? Voilà. Son périmètre, son fonctionnement, il y a probablement 1000 façons de l'envisager, mais du point de vue des enjeux que je viens de rappeler très succinctement, probablement, et nos intervenantes et intervenants nous le diront, il faut peut-être penser différemment ces périmètres fonciers, ces périmètres de compétences, ces gouvernances, cette manière de faire avec les habitants, avec l'ensemble des parties prenantes, vous nous le direz. En tout cas, tout cela nous invite à nous questionner sur nos nouveaux repères face à tous ces enjeux. À quoi faudrait-il renoncer? Que faudrait-il absolument conserver dans notre manière de faire? On va en parler. C'est une question en tout cas éminemment démocratique et on a la chance pour cela, pour entamer cette discussion, d'avoir un panel assez exceptionnel, il faut bien le noter. Mais ici à l'UNESCO, ce panel, j'ai envie de dire franco-international, je ne sais pas si c'est tout à fait correct de le dire ainsi, mais est prometteur. Je les présenterai de manière un peu plus profonde tout à l'heure, mais on a quand même un activiste franco-néerlandais en la personne de Stijn van Oosteren. Nous avons une maire, Fanny Lacroix, la maire d'un village de l'Isère. Nous avons Carlos Moreno, un urbaniste franco-colombien. Et puis nous avons Sename Kofi, bienvenue, qui est architecte et anthropologue togolais. Donc vous voyez, avec ces différents points de vue, nous allons, je l'espère, pouvoir croiser nos convictions, croiser nos inspirations. Et avec vous, on va pouvoir débattre tout bonnement de tout cela. Alors, j'ai envie de commencer avec Carlos.
Carlos Moreno. Il est coutume de dire on ne le présente pas, mais bon, je suis quand même tenu de le faire, c'est mon job. Donc je disais urbaniste, professeur, conseiller multicasquette. Carlos, vous avez été distingué à de nombreuses reprises, ce serait complètement inutile et vain de vouloir résumer tout cela. Vous êtes considéré comme un observateur averti, mais les plus jeunes d'entre nous peut-être diraient ici que vous êtes un influenceur plus qu'un observateur, ou en tout cas les deux. En tout cas, toujours est-il que vous êtes écouté, que vous imprimez votre marque à Paris et bien au-delà, et c'est à travers votre discours, ces travaux, que vous avez popularisé l'idée de la ville du quart d'heure, hein, cette idée davantage polycentrique de l'organisation des territoires. Je vais vous laisser y revenir, mais en tout cas, aujourd'hui, vous avancez cette idée de proxilience. Alors ça m'a beaucoup marqué, la proxilience, l'alliance sémantique entre la proximité et la résilience face à des enjeux qui nous dépassent aujourd'hui. Ma première question, Carlos, c'est on en est où? Est-ce qu'il est trop tard? Est-ce que vous sonnez l'alerte à travers ce terme de proxilience? Tout d'abord, Christophe, merci et bonjour à toutes et à tous. C'est un peu tôt, samedi matin, en tout cas moi je ne suis pas du tout du matin, mais j'ai fait un effort pour être vraiment avec vous. Et merci à mes collègues qui partagent ces panels. Par rapport à la question, Christophe, nous sommes aujourd'hui à l'UNESCO, un lieu de multilatéralisme, donc extrêmement important. On est dans une table ronde, tu l'as dit il y a un instant, très internationale. Est-ce que c'est trop tard? Moi, je voudrais dire, sans être trop long, j'ai mis la montre là pour contrôler ma parole, donc je vous assure. Et on est face à une situation qui était déjà inédite. On parle de l'Anthropocène. Aujourd'hui, ça nous concerne nature égale futur en français. Et l'Anthropocène, c'est aujourd'hui, au XXIe siècle, je dirais, les signes majeurs de ce qui nous arrive par rapport aux prochaines décennies. L'Anthropocène, c'est donc que par l'activité humaine, nous sommes en train de non seulement rompre un équilibre, mais pire encore, de détruire un écosystème qui est celui qui nous permet de vivre. Et cet écosystème est détruit non seulement par l'utilisation de nos énergies fossiles qui génèrent des CO2, mais c'est aussi par l'artificialisation des sols, qui est directement liée à la manière comme nous vivons dans nos villes et dans nos territoires, par les développements des infrastructures qui servent pour aller à chaque fois plus vite et plus loin. J'ai fait un clin d'œil à l'autoroute A69 aujourd'hui, par exemple, pour gagner quelques minutes. Donc, on détruit tout un écosystème d'un lieu vital pour nos activités humaines. Mais on peut enchaîner à ne plus finir parce que également, on a complètement désincarné nos territoires. On a enlevé les outils de production, on a enlevé la manière de créer de l'emploi local, et on a créé donc ce monde global dans lequel en Chine on produit les semi-conducteurs en Asie du Sud, le logiciel à Bangalore, les call centers sont au Maghreb. Donc qu'est-ce qui s'est passé à la fin? C'est qu'on a la nature, elle perd à chaque fois sa présence indispensable dans nos vies. Les climats continuent à augmenter. La biodiversité, on est dans la 6e extension. Et donc, sans rentrer dans une vision pessimiste, il est certain que le 1,5 d'il y a 10 ans, quand on a signé les accords de Paris, on l'a déjà dépassé ponctuellement l'année dernière. Donc, c'est quoi aujourd'hui la situation? C'est qu'on a de plus en plus d'incidents climatiques, de plus en plus des événements extrêmes, on a de plus en plus de vagues de chaleur, on a de plus en plus des éléments que la nature nous retourne par rapport à notre mode de vie. Quel est le lien par rapport au territoire et aux villes? C'est que nous vivons essentiellement dans des villes, qu'elles soient grandes ou petites, c'est là où ça se passe l'activité humaine. 80% de la consommation d'énergie, 75% des émissions de CO2, 80% de la richesse est produite dans les villes, et c'est là où ça s'est produit la pauvreté et l'exclusion. Donc, on a vécu au XXIe siècle dans des villes dans lesquelles on construisait en permanence, on allait de plus en plus loin dans la construction, on a fait que les gens vivent de plus en plus loin, et donc on s'est retrouvé avec des villes qui sont devenues prédatrices
de notre propre activité et nous, citoyens, nous avons été complices. Combien de personnes prennent une voiture juste pour faire moins de 5 km pour acheter une baguette? Combien de personnes ne réfléchissent pas? Est-ce que ça signifie tout simplement vivre à l'encontre de nos propres intérêts? Donc la ville des quarts d'heure par rapport à la Proxilion, c'est ça. Quand vous avez les ciels qui vous tombent sur la tête, quand vous avez des inondations, quand vous n'avez plus de voies ferrées, quand vous n'avez plus d'autoroutes, quand le commerce, donc, vous ne pouvez plus aller chercher en voiture, qu'est-ce qu'il vous reste? Il ne vous reste plus grand-chose. Donc la proxilience, c'est dire que la proximité, c'est notre meilleure résilience. Si vous avez un boulanger, si vous avez un boucher, si vous avez un poissonnier, si vous avez quelqu'un qui vend des légumes frais, si vous avez un libraire, si vous avez une rue dans laquelle vous pouvez marcher, si vous avez un lieu dans lequel vous pouvez dire aux gens « bonjour, merci, comment allez-vous » plutôt que d'envoyer un emoji. Ça, c'est la vraie vie. Et c'est la vraie résilience. La résilience, ce n'est pas avoir une situation qui vous aide quand ça va pas bien. Non, la résilience, c'est avoir quelque chose qui fonctionne tout le temps, quelles que soient les circonstances, que ça aille bien ou que ça aille mal. Et la seule résilience que l'humanité a pu créer depuis de longues années, c'est la proximité. Et nous sommes ici à l'UNESCO, je finirai pour dire, l'anthropologue new-yorkaise Margaret Mead, dans les années 70, un étudiant lui a demandé quels étaient les premiers signes qui jamais existaient dans la civilisation. Et il a dit quand il y avait un hominidé qui s'est fracturé une jambe, on a retrouvé son fémur soudé, ça veut dire qu'il s'est fracturé cette jambe, il allait mourir dévoré donc par les fauves. Et si ça s'est produit, s'il a pu souder son fémur, c'est parce qu'il y a eu des gens autour d'elle, d'autres hominidés qui ont pris soin de lui, qui l'ont mis à l'abri et qui ont permis que sa jambe donc soit soudée. Et c'est cet os-là qui est l'os de Margaret Mead, qui est dans tous les livres de Margaret Mead en disant la proximité par l'aide mutuelle et par le soin est la seule manière de vivre de manière heureuse. C'est pour ça que j'ai dit que la proximité, c'est la meilleure résilience quand c'est une proximité heureuse. Et c'est ça que nous voulons à la ville des territoires quand j'évoque la ville des quarts d'heure, le territoire de la demi-heure, une proximité heureuse polycentrique où tout le temps, où tout lieu, nous prenons soin les uns des autres. Merci Carlos. Sename Kofi, la proximité comme pilier de la résilience. Vous êtes architecte et anthropologue, vous intervenez beaucoup, vous êtes le fondateur d'une initiative qui s'appelle le Hub City. Et ce qui m'a beaucoup marqué, c'est que vous donnez, Sename, un sacré coup de jeune à ce concept de Smart City qu'on a tous plus ou moins rencontré ici. On a lu des choses, on a entendu parler. Vous parlez de cette Smart City vernaculaire qui ne se laisserait pas imposer des concepts forcément venus d'ailleurs, des concepts technologiques venus d'ailleurs, mais vous partez de l'existant, de la compétence, bref, vous soufflez dans les voiles locales et c'est votre manière de penser les réseaux de lieux ressources pour innover, pour avancer. Est-ce que vous sentez une proximité avec Carlos de ce point de vue? En tout cas, quel est le vôtre? Oui, allô? Bonjour, vous m'entendez? Oui, merci. J'aimerais déjà remercier les universités pour l'invitation. La proximité, c'est le sujet, oui. Je me sens assez proche de Carlos, effectivement, et en l'entendant parler de soins, je me suis rendu compte qu'en réalité, ce dont nous parlons, en vrai, c'est un sujet d'habitation. C'est comment nous allons habiter cette planète dans le futur ou à partir de maintenant. Et j'ai envie, et ça me fait penser à un certain philosophe qui disait que l'homme est pour autant qu'il habite. Et en disant ça, il crée une rupture avec ce qu'on appelle le cogito cartésien. Descartes disait « je pense donc je suis ». Donc Descartes, lui, fondait l'exister ou l'être sur ce qu'on peut appeler l'ego. Donc c'est l'individu qui fait l'exister ou l'être, alors que dans cette haute définition, c'est l'habitation.
qui fondent l'être. Et le même philosophe, pour aller plus loin, expliciter un peu plus loin son rapport à l'habitation, disait on n'habite pas dès qu'on a bâti. Et donc il ne considérait pas que l'acte de faire bâtiment, donc de mettre le matériau dans tout ce cycle de brutalisation, de développer du cadre de vie artificiel, c'est cela qui faisait l'habitation, mais il disait que habiter, c'est rester enclos dans ce qui nous est parent. Et donc il considérait qu'on habite que quand on est en parenté avec les choses, et quand on n'a plus une relation asséchée à ce qui nous entoure, mais qu'on vibre en quelque sorte, on est en écho avec tout ce qui fait monde pour nous. Et le même philosophe disait encore cette chose très intéressante, qui est que l'habitation doit laisser les choses dans leur être. Donc ce qui n'est pas nous doit être aussi. Et donc il était un peu avant-gardiste dans cette conception maintenant qui se développe, je vois beaucoup dans les conférences, qui est cette opposition du ménagement à l'aménagement. Donc il faut ménager les choses. Alors comment fonder cette habitation du ménagement ? Je pense que Carlos a raison, elle s'atteint essentiellement dans la proximité. C'est-à-dire que si vous faites un effort d'échelle et que vous envisagez qu'on peut se désintriquer d'un système de communication générale pour repenser des logiques de proximité où tout est à la mesure, en quelque sorte, vous atteignez une sorte de finesse dans la sensibilité aux choses. Vous atteignez de l'économique, forcément, parce que ça vous force à plus de modestie. Vous avez aussi une attention aussi au cadre de vie plus subtil que si vous étiez dans une relation un peu plus distanciée. Et donc, oui, la proximité vous amène à faire ce qu'on appelle en anthropologie du génie du lieu, ou en tout cas à toucher du doigt le génie du lieu. Et ce génie du lieu, ou cette vernacularité, est, me semble-t-il, une des pistes à observer dans les sujets dont nous discutons. Et en tout cas, c'est ce que la crise du Covid a montré en Afrique, c'est que quand les grandes autoroutes, les grands circuits d'approvisionnement internationaux se sont retrouvés complètement à l'arrêt, on a vu que les villes africaines résistaient mieux que les villes occidentales parce qu'elles avaient ménagé cette vernacularité. On avait encore le souvenir de façon de faire très organique. Et cette trame vernaculaire qui s'est retrouvée un peu dégagée parce que toute la ville internationale a fait un peu silence, a montré donc une grande possibilité de résilience. Mais pour en venir à la question des nouvelles technologies sur laquelle vous me lancez, c'est que le Covid a aussi, paradoxalement, été le grand moment de désinhibition du solutionnisme technologique. Et la technologie a ce truc paradoxal ou en tout cas les nouvelles technologies du digital ont ce truc un peu paradoxal que, bon, comme toutes les sociétés techniciennes, en fait, il faut comprendre que les sociétés techniciennes toujours mettent en sommeil le lien. Et tous les dispositifs vernaculaires ou organiques de compensation, de dons et de contre-dons sont souvent pris en charge dans les sociétés très techniciennes par de la logique pure, des outils, et avec cet effort-là aussi, évidemment, une sorte de bascule dans la marchandisation de tout. Donc le technique, en réalité, fonctionne comme quelque chose qui appauvrit l'anthropologie profonde pour, comment dire, transférer des choses qui étaient prises en charge anciennement par de la sagesse et de la subtilité dans des structures sociales profondes, donc purement par de la technique. Et donc le grand enjeu quand vous faites de la proximité aujourd'hui sur la base de ce que nous permet de dégager la crise du Covid, par exemple, comme leçon de l'intérêt d'être dans la proximité, c'est de voir comment vous mettez là-dessus une couche technicienne qui ne soit pas une couche qui appauvrisse
complètement ce potentiel. Et pour l'instant, les technologies du digital telles qu'elles sont amenées à travers les concepts classiques de Smart City sont pour majoritairement l'appauvrissement, quand je pense que ce n'est pas leur réel potentiel. Bien. Applaudissements. Merci, Senamé. Merci pour ce premier tour de piste. Fanny Lacroix, vous êtes donc maire de Châtel-en-Trièves, un village de 500 habitants dans l'Isère, mais vous êtes aussi vice-présidente de l'Association des maires ruraux de France, en charge précisément de la transition écologique. Et alors Fanny, ce génie du lieu, cette approche sensible dont vient de nous parler Senamé, vous en êtes une praticienne, une experte. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu cette expérience assez extraordinaire qu'il faut aller regarder quand même dans votre commune? Bonjour, merci beaucoup de l'invitation. Effectivement, tout ce que j'entends là depuis le début de la conférence, ça me parle beaucoup. Ça fait beaucoup écho à ce qu'on vit aujourd'hui à Châtel-en-Trièves, qui est un petit village de 500 habitants dans le sud du département de l'Isère. En fait, si vous voulez, il faut que je vous raconte un petit peu l'histoire de ce village, sans quoi on aura peut-être du mal à comprendre ce qui s'est passé. Donc Châtel-en-Trièves a vraiment vécu la désertification. Avant d'être Châtel-en-Trièves, c'était Saint-Sébastien et Cordéac, deux villages de 200 habitants, 250 habitants, et qui ont vu perdre tous les lieux de rencontre, justement, les uns après les autres, donc les petits commerces, l'école, jusqu'à n'avoir plus qu'une mairie, avec une secrétaire de mairie qui tient l'accueil du public, et puis c'est tout. Avec, en milieu rural, souvent très peu de considération pour les espaces publics, très peu d'aménagement, en fait. Et si vous voulez, on a vécu vraiment une étincelle municipaliste ou un réveil de la citoyenneté, moi c'est comme ça que je l'appelle, quand Cordéac a failli perdre son école. Saint-Sébastien avait perdu son école il y a 40 ans, Cordéac en 2016 apprend par l'éducation nationale la fermeture de sa classe unique, et là du coup il y a un espèce de réveil comme ça en se disant mais qu'allons-nous devenir une fois que nous n'avons plus d'école, plus de commerce, avec des gens qui viennent et qui vivent le village, mais chacun après repart. Et si vous voulez, il y a eu ce réveil-là. Sachant que juste avant, il y avait eu aussi, malheureusement, sur Saint-Sébastien, la secrétaire de mairie qui avait mis fin à ses jours face à beaucoup de complexité sur ces tâches. D'ailleurs, je tiens à saluer les secrétaires de mairie qui font un travail remarquable en milieu rural et qui tiennent le service public en proximité. Voilà. Merci à elles. C'est beaucoup de femmes. Et donc, les élus se sont rencontrés, on dit c'est pas possible, il faut faire quelque chose. Donc, on va unir nos forces pour essayer de conserver cette commune, pour avoir une commune vivante. Et donc, ils se sont mis à travailler ensemble. Il y a eu la création de la commune nouvelle, la redéfinition de la carte scolaire qui a pu permettre de conserver cette école aujourd'hui, qui a une vingtaine d'enfants dans sa classe unique, et on en est très heureux. Et puis, de vraiment créer un projet politique. On a assisté à une réémergence du politique à un moment où tout allait s'effondrer. Et c'est là où les élus se sont vraiment positionnés sur leur rôle parce qu'ils passaient leur temps à suppléer les compétences techniques à la mairie et se sont dit non, c'est pas ça, nous on va construire vraiment une vision d'avenir pour le territoire. Et comme on n'est pas beaucoup, comme on n'a pas beaucoup de moyens, il faut qu'on le fasse tous ensemble. Et là, c'est là où il y a eu cette étincelle citoyenne. C'est-à-dire que les habitants se sont mis à construire ensemble leur village rêvé et ils sont sortis de chez eux. Ils sont allés dans les espaces publics. La chance de Châtel-en-Trièves, c'était d'avoir des réserves foncières. Sur les deux centres-bourgs de Cordéac et de Saint-Sébastien, 3 hectares de parcs publics avec des bâtiments patrimoniaux magnifiques, typiques du Trièves, qui étaient en train de se délabrer. Et les citoyens se sont mis à la manœuvre avec les élus pour construire leur village rêvé, c'est-à-dire leur ville relationnelle. J'aime bien reprendre les termes de Sonia Lavanino parce qu'elle est venue chez nous, elle nous a expliqué son ouvrage, ce passage de cette ville fonctionnelle qui ne gère que des flux, enfin une ville relationnelle qui sait faire que l'on prenne le temps de se rencontrer, de structurer les espaces et d'avoir un autre rapport au lieu. Cette ville relationnelle qui est celle du lien à soi déjà, mais du lien aux autres et aussi du lien au vivant.
Et donc c'est ça que les habitants de Châtel-en-Trièves se sont mis à construire. Et donc ils ont rêvé ensemble une nouvelle maison commune dans les anciens bâtiments d'une colonie de vacances désaffectée, un café-épicerie associatif qui ferait le lien entre tous les producteurs du territoire, des jardins partagés, alors qu'on a tous un jardin chez nous, mais l'idée c'était de pouvoir partager ensemble une pratique commune et pouvoir offrir à la population un lieu pour se retrouver autour de la beauté du jardin. La notion de la beauté était aussi quelque chose qui émergeait de cette démarche, de pouvoir aussi construire un espace pour les enfants autour de cette école qui a été sauvée, un village pour et par les enfants, à hauteur d'eux, vu par eux. Donc les enfants aussi ont construit des aménagements, ils ont choisi le mobilier urbain. Aujourd'hui, ils sont en train de construire des cabanes en osier vivant, avec des tunnels entre les cabanes. Enfin, voilà, j'essaye de vous donner un petit peu appréhension de ce que ça peut être, ces espaces publics à Châtel-en-Trièves. Et donc on a depuis relancer cette dynamique du village. Ça fait 10 ans qu'on essaye d'expérimenter dans les actes ce droit au village. Aujourd'hui, c'est un droit pour chaque citoyen de Châtel-en-Trièves d'avoir un droit à la reconnaissance et à l'expression dans l'espace public concrètement. Et donc, ça a totalement changé la physionomie du village aujourd'hui. Concrètement, je vous ai dit tout ce qu'on a pu voir revivre, et aussi beaucoup de lieux de festivités, c'est-à-dire ces parcs publics en plein centre-bourg qu'on a sanctuarisés, non constructibles dans les documents d'urbanisme. Aujourd'hui, accueillent nombre de festivals culturels, de festivités, d'associations, de villages, de cinéma en plein air, etc. Moi, je voulais peut-être vous partager aujourd'hui sur ces 10 années d'expérience de Châtel-en-Trièves, peut-être des petits éléments de solutions qui pourraient être partagés. Déjà, c'est de construire des lieux. Je crois que sans les lieux, ça n'est pas possible. Il y a un moment où il faut avoir dans la vision de l'urbain ces espaces de respiration qui laissent le droit à la contribution à chacun. Et ces espaces publics, ce n'est pas des lieux où simplement on vient, on s'assoit, où les fonctions, c'est déjà préétabli à l'avance. Non, c'est des friches citoyennes. C'est-à-dire ça doit être des lieux où on met les mains dans la terre, où chacun peut faire ce qu'il veut, qui laisse émerger les projets. Voilà, donc faire émerger ces lieux-là me semble absolument essentiel. Le deuxième élément, c'est aussi de mettre en place une organisation qui est en capacité de construire ce qu'on a envie de faire ensemble, ici et maintenant. Donc à Châtel-en-Trièves, il y a une association qui s'appelle aujourd'hui Châtel Village, qui rassemble dans un collège, dans une collégiale, les représentants des associations, parce qu'il y en a une vingtaine d'associations sur ce village de 500 habitants. Tout le monde est dans une assoce, quoi. Quasiment, oui. Oui, quasiment oui. Les associations, les acteurs économiques aussi, la municipalité et les citoyens. Et donc c'est ensemble qu'on décide comment est-ce qu'on fait village. Donc c'est tout le temps en construction, ça change. Les usages aussi évoluent. Et ça, cet esprit aussi du lâcher-prise est au cœur de la réflexion civique et citoyenne de Châtel-en-Trièves. Le troisième élément aussi, c'est les conditions d'animation. C'est-à-dire qu'on a pris la décision de recruter quelqu'un qui est une jardinière sociale, où en fait son métier, c'est simplement... pas simplement, c'est quand même assez compliqué, mais de pouvoir créer les conditions de rencontre, la cartographie de toutes les potentialités sur le village et de pouvoir faire des connexions pour faire émerger des projets. Donc Lucie, elle est aujourd'hui salariée de la commune 2 jours par semaine et c'est elle qui va polliniser et qui va s'occuper de ce grand jardin social qu'est Châtel-en-Trièves pour faire émerger tout type de projet. Donc voilà un petit peu les éléments que je souhaitais essayer de faire remonter et qui pourraient peut-être servir, nous donner un peu des solutions pour essayer d'avoir une autre conception de la politique locale, parce que c'est vrai que moi je trouve aujourd'hui que ça vient même remettre en question à quoi servent, quel est le rôle de la commune et du maire, des élus locaux, du conseil municipal. Et j'étais aussi très interpellée par des interrogations sur la technique. Je trouve que beaucoup d'élus font que de la technique et de la gestion. Et en fait se détournent totalement de leur fonction politique qui serait pour moi celle de créer les conditions de reconnaissance et de structuration d'une vision d'avenir dans une très grande proximité. Voilà. Bravo. Bravo. Merci Fanny Lacroix pour cette première intervention extrêmement riche en propositions. On a de quoi débattre. Mais je vais de suite me tourner vers Stein. Alors Stein, on va peut-être se tutoyer parce qu'on se connaît, on va pas faire semblant. Hein. Mais en même temps, Stein, on est un peu chez toi aussi, parce qu'il faut le dire, tu travailles ici, c'est une de tes activités, une de tes casquettes. Tu es un diplomate et tu représentes les Pays-Bas ici à l'UNESCO. Mais quand Stan est arrivé tout à l'heure, il s'est présenté devant Madame la maire en disant « Je suis, Madame la maire, un activiste et je suis vraiment heureux. » Voilà. Ils ont bu un café, ça s'est bien passé, rassurez-vous. Hein, voilà. Moi, la preuve, c'est qu'ils sont... vous pouvez les applaudir. Oui. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à prendre le café avec eux parce que c'était déjà très, très riche. Et je sens qu'on tisse déjà là des synergies
pour après, pour le café d'après. Voilà. Mais en tout cas, revenons aux choses sérieuses. Stein, Fanny a dit des choses très importantes là. Elle appelle à un nouveau projet politique. Au sens de gestion de la cité. Hein, on a bien compris. Fait, oui, bien sûr. On a bien compris, au sens de gestion de la cité, à une nouvelle citoyenneté, etc. Bon. Et elle appelle à faire ensemble les choses. Je rappelle, Stein, que tu es non seulement philosophe, psychologue, mais aussi auteur et conférencier sur les questions de mobilité. D'ailleurs, voici ici ton bouquin, qui est en vente juste à côté et que tu vas dédicacer tout à l'heure, en plus. Donc, vous aurez l'occasion de discuter et de débattre après avec Stein. Une question tout de même, c'est pas si simple de faire ensemble. C'est pas si simple. On a parlé là de la nécessité d'avoir des temps, des lieux. Il faut inventer tout cela. Et surtout, quand on s'est eu au téléphone, tu m'as dit quelque chose qui m'a vraiment frappé. Tu as dit... il ne suffit pas seulement de parler de choses fonctionnelles, genre les pistes cyclables pour développer l'usage du vélo. Pas seulement. Non. Il faut parler de liens et d'amour. Et c'est ainsi qu'on pourrait tisser ces relations sensibles, ces relations, comment dire, oui, c'est ce relationnel, ce nouveau relationnel au sein de nos territoires. Est-ce que tu peux mieux nous en parler ? Avec grand plaisir. Merci beaucoup pour cette invitation. Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux d'être là avec vous ici en tant qu'activiste, parce que je suis là à titre personnel pour changer le monde, comme nous sommes tous à notre niveau en train de le faire. Il y a un énorme écho. Il y a peut-être un autre micro qui est ouvert. Je vais peut-être m'éloigner. L'amour, c'est une philosophie de vie. Je pense que tout ce que nous faisons, c'est soit pour demander de l'amour, soit pour donner de l'amour. Voilà, ça c'est ma philosophie de base. Je pense qu'on a tous besoin d'exister, d'être aimé, de fabriquer quelque chose qui a du sens. Et je crois qu'ici, ce samedi matin, le 15 mars 2025, nous sommes là parce que nous sommes la masse critique. C'est ça. Pour changer le monde, il faut une masse critique, il faut une certaine énergie. Moi, j'étais là hier aussi. Je vais rester ce soir le plus tard possible. Je vais juste rater la dernière conférence. Pourquoi ? Parce qu'ici, je viens chercher des idées, mais surtout de l'énergie. On sent une énorme énergie. Rien qu'en discutant avec vous trois, je sens une énergie énorme et qui me permet de sentir que c'est possible de changer complètement son territoire. Donc ça, c'est juste en préambule pour dire que c'est très important d'être là et pour de s'imbiber en fait de cette énergie. C'est absolument possible. Alors, un lien... par rapport à ces liens entre les gens. J'aime beaucoup le discours, je suis presque un VRP de Carlos, de son travail, je vends partout aussi cette idée de la vie de proximité, parce qu'effectivement, ce qui change le monde, ce n'est pas un individu. Je suis très souvent contacté par des personnes qui me disent « Stein, j'ai une idée sur le vélo, je veux développer une application sur le vélo, un groupe sur le vélo. » Ma réponse à ça, c'est « Est-ce que vous êtes dans une association vélo ?» Qui ici, dans cette salle, est dans une association? Ah, ben voilà, c'est pas un hasard. Non, toutes associations confondues. Voilà, ça veut dire qu'ici, dans cette salle, il y a une centaine de personnes. Ouais, c'est très, très beau. C'est très, très beau, effectivement. Ça veut dire qu'ici, dans cette salle, il n'y a pas 100 personnes, mais il y a 10 000 personnes. Parce que je suis certain que certains d'entre vous font partie, non pas d'une association, mais qui fait partie d'une fédération. C'est mon cas, moi je représente une fédération qui a 8 000 personnes, ça fait presque la France. Et c'est comme ça qu'on peut vraiment changer la donne. Alors, mon sujet, c'est le vélo, c'est le sujet par lequel en fait, j'ai mis le pied dans la fabrique de la ville, parce que je suis plutôt attaché diplomatique à l'UNESCO. Et le vélo, en fait, pour moi, ce n'est pas une passion particulière, mais c'est un prétexte qui m'a permis de comprendre comment fonctionne la société. Ça m'a permis de rencontrer des maires, de comprendre que la ville, en fait, c'est comme un ménage où il faut de l'argent, il faut des idées, il faut une organisation et tout ça. Et une association est un de ces acteurs pour effectivement changer tout ça.
Et c'est ça que j'ai fait dans ma ville, très concrètement. Et je vais vous raconter cette histoire très brièvement en vous disant que vous pouvez tous avoir cette même histoire. C'était en 2017, j'avais 43 ans, je crois en 2016 à peu près, j'ai 52 ans aujourd'hui. Et j'avais tout simplement besoin d'être un peu plus utile. J'étais un peu un consommateur, je travaillais, je mangeais, je sortais un peu, et puis voilà, je partais en vacances de temps en temps, et ma vie c'était ça, et ça me suffisait pas. Je me dis, tiens, il faut quand même que je fabrique quelque chose, que je donne du sens. Et pour moi, une très belle manière de donner du sens à sa vie, c'est de s'impliquer dans sa vie, de participer à la discussion, aux décisions qui concernent tout ce qui est autour de vous, la proximité, ma rue et tout ça. Et en fait, j'ai donc proposé la création d'un groupe de travail dans ma ville, et la mairie était d'accord. Et en fait, on a mis une petite annonce dans le bulletin municipal qui veut m'aider à rendre ma ville cyclable. Et à ma grande surprise et agréable surprise, il y a une quinzaine de personnes qui sont venues au premier rendez-vous. Et ça a pris, c'est devenu une association qui s'appelle Phare à vélo. Mais j'ai très vite compris que si vous voulez vraiment changer le monde, et notamment au niveau de mobilité, la mobilité c'est quelque chose, juste c'est mobile, c'est des distances, il ne faut pas faire ça à l'échelle d'une seule ville. Moi, je ne fais pas de vélo tellement dans ma ville parce que je fais plutôt des déplacements à pied. J'utilise mon vélo pour venir travailler ici. J'habite à 8 km d'ici, je fais ce travail, ce trajet tous les jours. Et donc, je suis allé voir les autres associations dans mon territoire qui faisaient la même chose. J'avais découvert ça. Et en fait, j'ai vu qu'ils étaient en train de faire la même chose que moi. Je dis, autant qu'on se voit ensemble pour voir comment on peut avancer ensemble. Et donc, j'ai proposé d'organiser une conférence avec plusieurs associations, toutes les associations de la banlieue sud de Paris. Et il y avait des camarades qui me disaient, mais Stein, écoute, on n'a pas le temps, c'est déjà très difficile d'organiser sa propre association au niveau de sa ville, on a tous une vie professionnelle, etc. Je dis, écoute, on va essayer et on va choisir une date à laquelle tout le monde est disponible. Et c'est quoi la date ? Exactement, le 1er mai. Parce que le 1er mai, personne ne travaille, même les éboueurs. Tout le monde est libre. Et donc, le 1er mai, on a organisé une conférence et on a invité 18 associations qui représentaient 2000 adhérents dans une salle à Fontenay-Rose, dans un café qui porte le joli nom, le Colibri. Et il s'est passé quelque chose de magique. Parce que tu as dit tout à l'heure, c'est très compliqué de faire ensemble. Ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut donner rendez-vous avec des gens qui partagent la même fibre. Et ici, nous sommes dans la salle avec des gens, avec des personnes qui partagent la même fibre. Nous avons tous la même fibre. Voilà, j'ai parlé avec Fanny tout à l'heure, et on sent tout de suite qu'on vient de la même planète. Et c'est avec ça qu'on peut construire. Et donc, on s'est retrouvés ensemble, et on a senti, c'était comme une scission atomique. C'était très, très fort. Et la conclusion de cette réunion, qui a duré une journée, il y avait un grand repas, c'était fantastique, c'était « il faut qu'on aille plus loin ». Il faut qu'on aille plus loin et qu'on crée en fait une association qui va regrouper toute l'Île-de-France. Et c'est ce qu'on a fait. On a créé le collectif Vélo Île-de-France qui regroupe toutes les associations vélo d'Île-de-France. C'est la première région de France, 12 millions d'habitants. Et on s'est retrouvés dans une salle, comme ici, avec une trentaine de personnes, et on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire ? Est-ce qu'on va prendre un pot ou est-ce qu'on va changer le territoire ? On a pris la deuxième option et on a pris des post-it. Voilà, vous connaissez l'exercice, vous êtes dans les associations. Et on a commencé à coller des post-it. Et à un endroit, il y avait tout un tas de post-it qui étaient grands comme ça. Et devinez ce qui était sur ce post-it ? C'était « il faut un réseau cyclable ». Voilà, on a découvert l'œuf de Colombe, il faut un réseau cyclable. Parce qu'en fait, à l'époque, et c'est ce qu'on venait de découvrir en étant ensemble, en fait, le réseau cyclables qui existaient en Île-de-France, c'était des confettis. Mais on ne s'en était pas rendu compte parce que chacun travaillait dans son coin, dans son association, dans sa ville. Et c'était en se rencontrant dans cette salle, ensemble, qu'on s'était dit, il faut un réseau cyclable. Donc, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est dit, écoute, on ne va pas entendre les politiques pour attendre qu'ils nous créent ce réseau cyclable. On va le dessiner nous-mêmes. Et c'est ce qu'on a fait. Et c'est devenu un réseau, à l'époque, de 650 km, qu'on a même chiffré, parce qu'on est des professionnels, des urbanistes parmi nous, à 500 millions d'euros, avec 9 lignes cyclables, qu'on a baptisé le RERV.
Le RER vélo. Et vous riez, pourquoi? Parce que vous savez ce que c'est que le RER. Parce que le problème du vélo, c'est que les gens, en général, pensent que c'est pour la balade ou pour la balade du dimanche matin. Alors que moi, j'ai grandi dans un pays où tout le monde se déplace à vélo. Et donc, on lui a donné ce nom-là et on lui a même donné cette forme-là. On a dessiné donc ces 9 pistes cyclables et on l'a fait exactement sur le modèle des 9 lignes du RER. Donc, avec les mêmes couleurs, avec les mêmes lettres, ligne A, B, C, D. Pourquoi? Pour montrer aux gens que là, ce qu'on a dessiné, ce n'est pas pour la balade du dimanche après-midi, mais c'est un réseau de transport à part entière qui va vous permettre d'effectuer la moitié de vos déplacements. Voilà, 75% des déplacements sont inférieurs à 7 km en France. Voilà, c'est énorme. Et donc, ça peut se faire à vélo. Et donc, on a fait ça. Et je termine, parce qu'une fois qu'on a une idée, c'est une chose. Et un budget, il faut que les politiques soient d'accord pour donner cet argent. Et bien là, il y a un choc qui est arrivé, qui s'appelle la pandémie, le coronavirus. Et donc, les politiques ont dû trouver une solution de transport avec, autour de chaque personne, une bulle de distanciation naturelle. Ah ben, c'est le vélo. Le vélo, c'est quelque chose qui vous distancie à 1,50 m, c'est naturel, ce qui n'est pas le cas dans la voiture, ce qui n'est pas le cas quand vous êtes plusieurs, ce qui n'est pas le cas dans les transports en commun. La voiture n'était pas une solution parce que ça prend trop de place par personne. Déjà en temps normal, il y a 300 km de bouchons tous les jours. Imaginez si tout le monde se mettait dans une voiture. Et donc Valérie Pécresse, la patronne de la région, toujours a dit « Banco ». J'ai besoin de votre projet. Je vous donne 300 millions d'euros pour un projet qui a été imaginé par des citoyens comme vous et moi. Et c'est comme ça. Et aujourd'hui, on est en train de le mettre en œuvre très sérieusement. On pilote ça et on va donc changer notre territoire comme ça. Excellent. Merci Stein. Merci pour ces premières inspirations. Carlos, après un premier constat, il est l'heure de parler un peu d'espoir quand même. J'ai noté ce que disait, Sénamé nous invitait à considérer le ménagement plutôt que l'aménagement. Le ménagement. Et qu'est-ce que c'est que ce ménagement sinon recoudre avec le vivant. L'eau, bien sûr, mais le vivant, comme matrice de la pensée urbaine, comme matrice de tout geste architectural ou urbain. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce bouleversement, ce changement de paradigme? Merci, absolument. Et il faut être optimiste même dans les périodes les plus sombres. Et Antonio Gramsci, donc le penseur et philosophe italien, juste dans les périodes qui a précédé la Deuxième Guerre mondiale, disait dans un moment sombre, il faut garder le pessimisme de la raison quand les choses ne vont pas, mais il faut les allier avec l'optimisme de la volonté. Je pense que c'est à l'ordre du jour la pensée d'Antonio Gramsci, puisque nous vivons effectivement, d'un point de vue de la raison, un moment d'un grand pessimisme. Le multilatéralisme disparaît, Trump sort de l'UNESCO, de l'OMS, de l'accord du climat de Paris, les scientifiques sont licenciés par milliers aux États-Unis. Cette vague, on la voit déferler un peu partout, y compris en Europe, y compris en France. Ça, c'est le pessimisme de la raison. Mais tu as raison, et Christophe, il faut avoir l'optimisme de la volonté. En fait, ce n'est pas toi, c'est Antonio Gramsci, mais tu nous invites à aller dans ce sens-là. Il est où l'optimisme de la volonté? Moi, je vais joindre le discours qui a été tenu à ma gauche par Fanny, Estène et Sénamé. L'optimisme de la volonté n'a qu'une seule ressource, chers amis qui se sont levés tôt pour venir ici, c'est vous, c'est nous. Je vous rappelle ces fameux haïkus qui a été donc le petit poème japonais qui a été popularisé par Obama quand il disait si ce n'est pas ici, c'est où? Si ce n'est pas maintenant, c'est quand? Si ce n'est pas vous, si ce n'est pas lui, si ce n'est pas elle, si ce n'est pas moi, alors qui? C'est ça aujourd'hui l'optimisme de la volonté. Une mobilisation massive et permanente de chacune et de chacun. Tu as évoqué ce qu'a fait le colibri et nous connaissons tous le mouvement de colibri.
Mais moi, je l'ai dit à mes amis, il est temps de ne plus être le colibri avec ses ailes qui fait le mouvement stationnaire. Il faut être des ailes qui volent très haut. Parce que nous sommes face à un monde extrêmement difficile, extrêmement dur, où on nous enlève les choses les plus essentielles. On nous enlève l'air, on nous enlève la terre, on nous enlève l'énergie vitale, on nous enlève la nature, on nous enlève ce qui fait la respiration de l'être humain. Et on nous enlève la sociabilité. On nous oblige à travailler à chaque fois plus loin, et donc on n'est même pas voir les enfants, on n'est pas voir sa famille. On a étudié les statistiques en France et ailleurs, le taux de divorce et le taux de monoparentalité avec les femmes qui se trouvent chefs de famille. Qui est aujourd'hui en France les secteurs qui est le plus demandeur, qui a eu une croissance de plus 9% en 2024 de logement social. C'est les femmes, mères de famille, monoparentales, mères de 3 enfants. Et il y en a combien de HLM disponibles qui ont été livrés de nouveau en France l'année dernière? Il y a eu 75 000. Il y en a combien qui sont livrés globalement dans la circulation de HLM? 450 000. Il y en a combien de demandes? Il y a plus de 2 millions. Voilà ce qui se passe quand on se laisse entraîner dans une politique dans laquelle même pas le logement est accessible aux gens pour satisfaire les besoins essentiels. Et surtout qu'ici, on n'a pas employé les verbes se loger, on a employé les verbes habiter. Et c'est ça l'optimisme de la volonté. C'est de se dire qu'on en a marre juste d'être mal logé, qu'on en a marre d'avoir de longues distances, qu'on en a marre de perdre notre vie pour la gagner, qu'on en a marre de ne pas voir nos enfants pour les élever parce qu'on n'en a que les soirs. Se loger, ce n'est pas habiter, chers amis. Habiter, c'est avoir un lieu pour se loger, mais ça ne suffit pas d'avoir un toit et 4 murs. Habiter, c'est avoir des espaces publics de qualité, c'est avoir de l'air, c'est avoir de la végétalisation, mais c'est également avoir du commerce de proximité, des circuits courts. C'est avoir de l'utilisation des matériaux qui sont de là où nous sommes. C'est avoir des formations, des métiers qui ont disparu parce qu'on s'est laissé aller pour aller acheter par Amazon et par le commerce électronique. Mais c'est également l'éducation, c'est également la culture. C'est également le plaisir d'être ensemble, c'est le plaisir de boire un coup, c'est le plaisir de se serrer les mains. Edgar Morin, qui a 104 ans, qui est le père de la complexité, qui signifie tisser ensemble, disait, plutôt qu'envoyer un emoji, serrez la main à quelqu'un, embrassez-le. Parce que serrer la main de quelqu'un ou l'embrasser, ça signifie, quand on lui dit bonjour, simplement tu existes. Et les emojis, ils ne disent pas qu'on existe. Et donc, c'est ça l'appel de la volonté. C'est qu'on soit capable, chacun dans sa diversité, chacun avec son passé, avec ses histoires, travailler dans ces tissages ensemble. On a besoin de tisser dans notre diversité. Et ce qui nous arrive aujourd'hui est terrible. Aux États-Unis, diversity, equity, inclusion est devenu un gros mot. DEI, ça n'existe plus. Et on voit partout dans le monde les entreprises qui enlèvent la charte DEI. Nous ne pouvons plus accepter ça. Et pour finir, c'est lequel mon espoir? Mon espoir, c'est la jeunesse. Ma génération est plus proche de la sortie que de l'entrée. Et on va la laisser un monde vraiment à niette. Mais la jeunesse est aujourd'hui les lieux dans lesquels on peut peut-être encore bâtir un autre monde si nous nous sentons en faisant partie d'une collectivité. Si nous sommes capables de retrouver la démocratie. Mais la démocratie, ce n'est pas uniquement l'acte de voter. La démocratie, c'est aller aux réunions d'Estaing. La démocratie, c'est ce que Fanny Lacroix a expliqué avec son village de 450 habitants. C'est ce que Sename a dit en disant il faut aménager la vie. Et donc la volonté aujourd'hui, on n'en a pas d'autre choix, c'est se mobiliser tous les jours, non pas comme des colibris, mais pour voler très haut comme des aigles, pour faire face à l'obscurantisme qui est en train de prendre nos vies, pour l'ensevelir dans une nuit noire, quand en fait la partie la plus lumineuse de l'homme est la générosité,
l'altruisme et le partage de soi avec les autres. C'est ça la volonté de marcher à l'unisson dans une voie qui nous permet de retrouver l'humanisme, les progrès et les lumières qui aujourd'hui sont menacées par cette nuit noire. Bon. J'ai des frissons, non? Pas vous? Merci Carlos pour ton appel au soulèvement. Hein, l'appel de l'UNESCO le 14, on est le 15, je ne sais plus. 15 mars, voilà. Mais c'est vrai, réveillons-nous individuellement, collectivement, faisons ensemble. Et je me tourne vers Sénamé. Sénamé, tu entends cet appel. Mais en même temps, on ne peut pas dire il n'y a qu'à Faucon, quoi. C'est-à-dire qu'il y a une organisation, probablement. Hein? Aigle. Aigle, pas bravo, Faucon. Elle est bonne. Alors ça, bravo, non, bravo, je la valide totalement. Aigle, c'est pas Yaka Faucon, c'est Aigle. Allez, bravo Carlos, j'adore. Alors là, si mes collègues étaient là, ils seraient fous parce que je leur fais ce genre de blague toute la journée, mais pas aussi bonne, pas d'aussi haute volée que celle-ci. Voilà. Non, allez, sérieusement. Bon, on est bien là, on est réveillés, ça y est. Bon, allez, Sénamé. Comment on fait ensemble? Fanny et Stein, tout à l'heure, nous disaient il faut probablement changer de rôle. La collectivité ne peut pas tout faire. L'État ne peut pas tout, disait l'autre, souvenez-vous. Mais c'est vrai. C'est-à-dire que, comment dirais-je, chacune et chacun, dans notre compétence, dans notre rôle, on a quelque chose à faire, on a quelque chose à jouer collectivement. C'est ensemble. Et de votre point de vue, avec votre expérience, parlez-nous aussi de ce qui se passe en Afrique. On a des choses à apprendre. Comment vous pouvez nous encourager et nous appeler, vous aussi, à une sorte de soulèvement? Je passe du tutoiement au vouvoiement, hein, c'est n'importe quoi. Bon, donc il s'agit de vous encourager depuis l'Afrique. En fait, pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que tu te fais l'écho, beaucoup, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, des expériences singulières là-bas. Et je pense avec beaucoup de sincérité qu'on devrait regarder de manière plus attentive ces expériences. Voilà. Je ne sais pas trop par quel bout prendre la chose. Bon, oui, certainement qu'il y a, il y a un gros travail à faire pour l'Europe, pour l'Occident, qui est d'en finir avec cette dépendance à ses propres archives, et de s'ouvrir à d'autres archives, à d'autres géographies, pour régler peut-être ce que moi j'appelle la misère occidentale, qui n'est pas qu'occidentale, qui est globale, puisque la névrose que la modernité a produite ici a été très vite exportée partout sur la planète. Et en réalité, nous sommes tous des Occidentaux, y compris les Africains désormais. Et ce qu'il y a à regarder, par exemple, du côté de l'Afrique, c'est une relation peut-être particulière à la nature. Je pense que ce qui fonde le problème, c'est aussi cette mise à distance de la nature et cette sorte le rapport instrumental qui a été développé à un moment donné à la nature. Marx disait que le capitalisme est vampirique du travail vivant ou du travail du vivant. Et en réalité, si on veut penser de la collaboration, il n'y a pas que de la collaboration entre humains, il faudrait mettre dans la balance, quand on fait la comptabilité du travail, le travail que produit la nature, par exemple. La nature produit un travail qui est incommensurable, sans lequel nous ne pourrions pas vivre. Et donc, il faudrait se demander comment on rémunère la nature. Donc, il y a plein d'expérimentations, il y a plein de pistes, il y a des gens qui... Il y a des sujets très avancés en Amérique latine, par exemple, pour faire des éléments naturels, des sujets de droit, etc., etc. Donc il y a plein de choses à voir pour refonder un peu ou réensemencer
ce truc un peu aride en Occident qui pourrait passer par un détour, par d'autres visions du monde, d'autres relations au monde, qui passent par des systèmes symboliques un peu plus complexes et qui, encore une fois, ne sont pas que techniciens. Le problème de la ville, le problème des maires, et vous l'avez dit, c'est aussi parce qu'on est encore très... Enfin, tout cela est très tributaire d'une vision du monde qui a un paradigme du profit, en réalité. Et cette vision du monde est capacitaire, c'est-à-dire que les choses ne valent que pour ce qu'elles apportent dans une logique de comptabilité ou dans un grand système de production. Et cette logique capacitaire discrimine forcément. Ça va être les Noirs, parce qu'on va les trouver peut-être moins intelligents que les Blancs. Ça va être les femmes, à un moment donné. Ça va être les handicapés. Et donc, si on reste enferré dans cette logique, on reste dans une comptabilité qui est grise ou dans laquelle certaines valeurs sont grises. On ne pourra pas mobiliser, par exemple, l'amour, parce que ce n'est pas comptable dans la danse, les cosmogonies, les mythes, etc., qui sont pourtant une ressource formidable dans d'autres sociétés et qui permettent d'ailleurs de réintroduire du non-humain ou du vivant dans sa globalité, dans la façon de penser les relations. Donc il y a, peut-être que je noie un peu le poisson, mais je pense que cette affaire de collaboration passe par une sorte d'effort de divorcer du paradigme actuel, du paradigme du profit. Vandana Shiva dit un homme qui coupe un arbre, on en voit la valeur, mais une femme qui plante une graine, c'est difficile de mesurer la valeur aujourd'hui dans la comptabilité officielle occidentale devenue mondiale. Mais il faut bien qu'il y ait une graine plantée pour qu'il y ait de la production d'énergie à un moment donné en coupant un arbre. Je ne sais pas si ça répond. C'est une réponse d'Africain. C'est très beau. Bravo. C'est pile poil dans le sujet, Senamé. Merci beaucoup pour cette inspiration. Et Fanny, en écoutant Senamé, on fait un pas de côté, immanquablement. Ce n'est donc pas qu'une question, c'est donc pas une question technique, technologique. Senamé nous appelle à refonder un certain nombre de nos repères, enfin de nos imaginaires, de nos pratiques, de nos habitudes, et même de changer radicalement notre rapport à l'action. Plutôt que le plus, il faut s'intéresser donc aux sensibles et regarder la nature. En fait, nous faisons partie de la nature. En vérité, nous sommes dans la nature. C'est pas d'un côté l'humain puis de l'autre côté la nature. C'est déjà un problème sémantique. Mais donc, nous faisons partie de cette nature. Alors, à l'échelle, comment dirais-je, à la place de l'élu, à la place d'une mère qui gère aussi les affaires courantes, les questions d'éducation, d'animation, etc., etc. Comment tout cela peut concrètement comment cela peut se traduire? Et puis surtout, on a entendu que dans ton village, évidemment, il y avait des choses absolument extraordinaires, mais est-ce qu'on peut, au bout d'un moment, essaimer et espérer aller beaucoup plus loin à l'échelle du département, de la région, et que sais-je encore, voilà. Alors, 3 éléments qui me viennent en tête pour essayer de répondre à cette vaste question. Effectivement, on a abordé très rapidement la question des rôles. Elle me semble absolument essentielle sur les rôles de chacun et notamment celui du politique. En fait, nous, on s'est tellement retrouvés dans une situation difficile à Châtel-en-Trièves qu'on a vécu cette réémergence du politique au sens le plus noble, hein, c'est-à-dire comment est-ce que j'arrive à construire avec les gens qui sont dans ma proximité une vision d'avenir désirable pour vivre les uns avec les autres. Et en fait, donc nous, c'est l'exercice qu'on a mené et qu'on essaye aujourd'hui de réaliser dans les actes. Et je me suis rendu compte par là même qu'il y avait très peu d'élus qui se posaient ce genre de questions et que finalement très peu d'élus faisaient de la politique et beaucoup d'entre eux, la majeure partie, étaient en fait assez contraints dans une temporalité des ordres du jour préétablis par une technostructure. Moi, c'est comme ça que je le ressens aujourd'hui. Hein. Peut-être que j'ai pas
J'ai encore un rapport d'étonnement à la fonction, parce que je suis élue que depuis 2020, et je pense que ça aussi, c'est quelque chose d'important sur l'encadrement des mandats dans la durée, de permettre vraiment un renouvellement des figures électives, et de conserver ce rapport d'étonnement à la chose publique pour qu'elle reste accessible et qu'elle parle avec les vrais mots. Moi, j'ai été étonnée aussi de voir qu'il y avait plein de mots que je ne comprenais pas, des discours extrêmement techniques, mais je pense que c'est un révélateur très puissant d'une forme d'étouffement du politique par une technostructure. Moi, c'est comme ça que je le vis, en tout cas. Donc, j'invite beaucoup des maires que j'essaye de rassembler à l'Association des maires ruraux de France, et je tiens à saluer les maires qui sont à mes côtés dans le cadre du grand atelier des maires ruraux pour la transition écologique. On essaie de rassembler, de s'inspirer mutuellement, de se poser les vraies questions. C'est quoi ma place? À quoi je sers? Pourquoi je suis là? Qu'est-ce qui caractérise mon mandat? Et parce qu'en fait, l'enjeu est de récupérer la liberté politique. C'est-à-dire qu'une fois vous avez ce mandat qui est exceptionnel, extraordinaire, de suivre votre propre agenda, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous motive. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important et de très difficile à mettre en œuvre parce que vous êtes dans un carcan très limitatif. Donc, il faut avoir du courage et de la force pour affirmer ça. Donc ça, c'est le premier élément que je voulais apporter à votre connaissance. L'autre élément qui me semble important de souligner, c'est cette voix du vivant. Moi, ça me touche beaucoup parce que souvent, quand j'arrive quelque part, on dit « Ah oui, vous êtes maire de Châtel-en-Trièves, 500 habitants », comme si c'était pas grand-chose finalement. Et moi, je dis 5000 hectares. 5000 hectares avec des alpages, un très haut massif qui est le pic de l'Aubiou, Natura 2000, réservoir de biodiversité, rivière. Je parle de tout ça, de la magnifique forêt qu'on a encore sur Châtel-en-Trièves. Et je trouve que tout ça n'est absolument pas pris en compte dans le référentiel politique. Et moi, ça me frappe. Donc, avec l'Association des maires ruraux de France, grâce à des partenariats qu'on essaye de tisser, notamment avec l'OFB, que je tiens à souligner dans le cadre du Grand Atelier, on essaye de parler alors, de ce mot des aménités rurales. Je ne sais pas s'il est bien ce mot-là. En tout cas, c'est celui-là qu'on essaye de structurer, c'est-à-dire les services rendus à tous par ces territoires qui constituent 80% de ce qu'est notre territoire français et qui est si peu pris en compte, et comment est-ce qu'on donne une voix à ce vivant. Alors nous, c'est ce qu'on essaye de revendiquer. Peut-être que les maires, quand on est élu, certes, on peut représenter aussi des espaces et porter cette voix des espaces. Donc il y a tout un travail qui est absolument nécessaire à engager pour qu'on prenne enfin en compte la notion d'espace dans notre matrice politique française. Et enfin, sur l'essaimage, bien souvent, on me dit que la France, c'est une erreur organisationnelle parce qu'il y aurait beaucoup trop de communes et qu'il faudrait essayer de rationaliser tout ça et de faire des grandes entités administratives pour être mieux dans la technique, peut-être, et être plus rationnel. Et moi, quand je vois la chance que j'ai eue de faire la rencontre de mon village, parce qu'avant, moi, j'étais un enfant du vide, c'est-à-dire que j'ai grandi à Annemasse, puis après, je suis allée faire mes études à Lyon, à Paris. J'ai l'impression que l'histoire m'échappait, et d'un coup, par les hasards de l'existence, j'arrive dans mon village où chacun a sa place, a le droit à la contribution, où on est obligé de faire les choses ensemble. Donc, si vous avez un petit peu des compétences, hop, tout de suite, vous êtes remarqué, on vous fait monter au conseil municipal, vous vous retrouvez maire, mais je trouve que c'est exceptionnel. Et donc, moi, je dis mais qu'on a de la chance d'avoir 36 000 communes en France aujourd'hui. Alors, peut-être qu'elles ne fonctionnent pas toutes comme Châtel-en-Trièves, et ça, c'est vrai. Mais par contre, c'est une possibilité d'entrer dans la vie politique locale à bien des endroits. Et moi, c'est ça, mon espérance. C'est tous ces villages. Mettez le pied dans la porte. Allez-y, emparez-vous de vos villages, de vos communes. Rentrez dans les conseils municipaux. Engagez-vous dans les associations locales. Et moi, je pense que c'est comme ça, peut-être, qu'on pourra changer les choses. Bravo. Mettez le pied dans la porte, Stein, je pense que tu sais déjà faire. Vraiment, je vous incite à regarder ce livre que je vais m'empresser d'acheter, de te faire signer en sortant. En quatrième de couve, il y a cette idée, parce que donc, je disais que tu es néerlandais au départ, et on dit des Pays-Bas que c'est le pays du vélo, et nous, Français, on se dit « Oh là, c'est incroyable, ils savent faire du vélo, au moins, voilà, des gens civilisés. » Et on a beaucoup à apprendre, Mais il est dit tout de suite que dans les années 70, les Pays-Bas, c'était le pays de la bagnole. Et la bagnole, on l'aime, n'est-ce pas? Je l'adore. Bref, donc, dans le pays du Tour de France, ici, on peut s'adapter aussi, on peut changer les choses. Donc, il faut mettre le pied dans la porte, il faut un nouveau type d'échange avec les maires, avec les élus. Enfin, du point de vue de l'activiste associatif, comment tu vois ce challenge ?
Oui, j'aime beaucoup ça, parce que en tant qu'activiste pro-vélo, vous pouvez imaginer que je connais tous les contre-arguments du vélo, parce qu'on me les présente quotidiennement sur les réseaux sociaux, en fait, c'est pas du tout une question de... c'est pas impossible. N'importe quel pays, n'importe quel territoire peut être le premier territoire cyclable du monde. Il faut juste les 3 C de la transition. Moi, j'étudie beaucoup les transitions écologiques. Je vais d'ailleurs sortir un livre sur la transition écologique chez Éco-Société à la fin de l'année, parce que je veux comprendre comment ça marche. Je ne peux pas connaître toutes les recettes, mais ce que je vois, il y a toujours les 3 C. Le premier C, c'est vous et nous. C'est les citoyens qui expriment quelque chose. Parce que si vous ne dites rien, rien ne se passera. On pense beaucoup de choses, mais il ne faut jamais oublier que les pensées sont invisibles. Et quand vous allez, par exemple, dans une réunion publique où votre maire vous présente un projet et vous entendez une personne dire « Ah, c'est bien votre projet », 99,999% des personnes pensent « Ah, je pense aussi comme cette personne l'a bien dit. Bon, ce n'est pas la peine que je m'exprime aussi. » Et là, vous faites une grave erreur de lobby. Parce que le maire aura une toute autre perception de la salle des citoyens. Il va dire, bon, en fait, la salle est assez molle. J'ai juste entendu une personne qui m'a dit que c'était bien, mais bon, je m'attendais à un peu plus de soutien. Conclusion, si vous voulez changer le monde, il faut prendre le C des citoyens et il faut lever une à une toutes les personnes dans la salle, la main, pour dire exactement la même chose. Et c'est contre-intuitif, c'est une technique de lobbying que je vous apprends là, si vous ne le connaissiez pas encore, c'est il faut répéter bêtement le même message. Mon premier ambassadeur m'a appris le lobbying, et le lobbying, vous savez, c'est quoi? C'est râler et répéter. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut répéter la même position. C'est comme ça que fonctionne le lobby automobile, le lobby des pétroliers. Ils font exactement la même chose. Ils payent même des gens très grassement pour faire ça partout. Donc ça, c'est le premier C de la transition. Le deuxième C, et ça marche aussi en anglais, parce que j'aime bien les choses qui marchent dans les 2 langues, c'est le C de courage. Il faut du courage politique. Il faut des politiques avec des muscles qui sont capables de détecter cette envie et de la faire émerger, et ensuite de se dire, je vais l'accompagner. Voilà, à Paris, nous sommes à Paris, voilà le laboratoire du vélo dans le monde, où Anne Hidalgo, la maire actuelle, c'est elle qui a fait ça. Elle a dit, tiens, il faut vraiment qu'on crée ce fameux réseau. C'est elle n'est pas la personne qui a commencé tout ça, mais c'est en 2015 qu'elle s'est dit, il y a le vélo, il faut vraiment qu'on développe ça. Et donc, je propose un réseau cyclable qu'elle a appelé le rêve, le réseau express vélo, le rêve parisien, et qui est effectivement terminé aujourd'hui. Et ça a déclenché un potentiel vélo incroyable. Donc, il faut ce courage. Mais c'est très, très difficile, parce que pour ce faire, elle a dû supprimer du stationnement. Et quand vous supprimez quelque chose, les gens ne vont voir que le mot « supprimer », « terminer ». Ils ne vont pas voir qu'on va offrir un monde qui sera accessible aux enfants, aux personnes qui n'ont pas de voiture, aux personnes qui ont envie de se déplacer aussi à vélo, c'est-à-dire tout le monde. Et ça, il faut être très, très courageux pour ça. Mais malheureusement, en principe, ça devrait suffire. Voilà, des citoyens qui disent qu'est-ce que je veux et les politiques qui ont le courage de les accompagner. Mais ça ne suffit pas encore, parce que l'humain, il est tellement conservateur par nature, il aime tellement son petit tunnel, qu'il a tellement peur de changer, qu'il faut un 3e C. Et c'est le C de, dites-moi. Curiosité, c'est pas mal, mais c'est quelque chose de malheureusement plus désagréable. Culot, c'est bien aussi, pas mal. Vous m'aidez pour combattre, ouais. Mais ça aussi, non, c'est marrant que ça ne sorte pas tout de suite. Le choc, il faut une catastrophe, il faut une crise, il faut des problèmes. Si vous voulez changer le monde, il faut avoir des problèmes. Et justement, je teste cette vision avec tout le monde. J'ai écouté Fanny qui m'a raconté son histoire extraordinaire que vous allez découvrir de plein de manières, je pense. Et je veux comprendre comment est-ce possible qu'elle ait pu faire ça dans ce village avec 500 personnes. Elle m'a expliqué ce qu'elle vous a dit tout à l'heure. En fait, il y avait un problème à l'origine. Comment tu as dit cette... Étincelle municipaliste. Étincelle municipaliste. Voilà. Malheureusement, et bon, heureusement, il faut cette étincelle qui va se dire, merde,
excusez-moi le mot, mais il faut qu'on agisse. C'est toujours comme ça. Il faut toujours un problème. Et là, j'en reviens, je boucle la boucle pour dire comment ça s'est passé aux Pays-Bas. Il faut un catalyseur, effectivement. Et le catalyseur aux Pays-Bas, c'était quoi? C'était pas que les citoyens qui voulaient des villes apaisées pour les enfants et pour tout le monde. C'était pas que la politique qui disait tiens, on va créer des pistes cyclables. Non, il y avait un grave problème. C'était quand je suis né en 73, il y avait le choc pétrolier. Il n'y avait plus de pétrole. Et donc toutes les voitures étaient à l'arrêt. Et donc il fallait faire quelque chose. Il fallait bouger. Et donc on se dit si les gens sont pas contents que les villes soient dangereuses et qu'on puisse pas bouger parce qu'on n'a plus de pétrole, on va développer le vélo. Voilà. La France, elle a développé le nucléaire. Les Pays-Bas ont décidé d'investir dans le vélo. Et c'est pour ça que les Pays-Bas sont devenus cyclables. Ils ont mis 50 ans pour faire ça. Et aujourd'hui, en France, on peut profiter de cette connaissance parce qu'elle est en ligne aujourd'hui. On n'a plus besoin d'attendre 50 années. Si vous voulez savoir comment rendre une ville cyclable, allez sur Internet et cherchez le guide des aménagements cyclables de Paris-Ancel, qui explique en 144 pages, c'est là que j'ai appris, parce que moi je suis philosophe et psychologue de formation, je ne suis pas urbaniste, mais là en 144 pages, vous comprenez tout de suite comment apaiser la ville. Voilà. Bravo, c'est incroyable, on est pile poil dans les temps, on a le temps donc de passer à des questions dans la salle. Ce que je vous propose, on a la chance d'avoir quand même 4 experts vraiment de très haut vol. Deuxième blague. Donc je vous demande vraiment d'être très concis. Monsieur, donc vous appuyez sur le bouton, vous posez votre question, de sorte qu'on puisse avoir le temps des réponses. Allez-y. Vous avez appuyé sur le bouton rouge. Paf, voilà. En fait, c'est aussi une remarque, c'est que le projet d'Anne Hidalgo, par exemple, c'est une co-construction citoyenne avec le collectif Paris sans voiture, qui a notamment fait la journée sans voiture, qui l'a amené avec un dossier de 80 pages qu'on avait fait avec la ville de Bruxelles. Donc c'est marrant que vous citiez cet exemple, et en fait c'est une coproduction citoyenne. Moi je le dis en passant, parce que la ville de Paris n'en a pas fait beaucoup, et Paris-Ancel, c'était une des assos avec laquelle on a travaillé. Et aussi une autre remarque, il existe ce collectif de transition citoyenne avec 34 organisations nationales, donc qui illustre votre premier essai citoyen. Et on va lancer probablement l'année prochaine un appel à projet avec l'Europe sur les lieux de la convergence qui illustre beaucoup tout ce qui a été dit, c'est-à-dire des appels à projets avec de l'argent pour des collectifs citoyens au niveau local et qui permettent à différentes organisations locales de se regrouper et avancer dans le sens de ce que vous faites à Châtel-en-Trièves et l'idée de Carlos Moreno. Je donne ça, c'est des informations, c'est pour illustrer que le changement est déjà en cours. Voilà. Donc je n'ai pas de questions, c'était juste pour vous inspirer les prochaines. Merci. Allez, monsieur, on va prendre 3 questions en même temps. Monsieur derrière, ensuite on aura madame tout en jaune là-bas, et puis monsieur devant. Voilà. Tac. C'est parti. Allez. Merci de me donner la parole. Moi, c'est pour revenir sur le 3e C, crise et choc. Vous en avez fait référence à 2 reprises, donc le Covid. 2020, confinement, on a vu que ça générait du stress, de l'anxiété sur le côté exigu de l'habitat, et on a vu derrière des mouvements de population, une forme de mini-exode urbaine en faveur des petites et des moyennes villes. Donc l'art d'habiter nos territoires, je me questionne savoir si est-ce que ces mouvements, ces déplacements sont encore aussi actifs aujourd'hui. Et si c'est le cas, peut-être tant mieux, parce que c'est une autre façon de penser donc le territoire avec tout ce dont on a parlé. Et à l'inverse, est-ce que c'est un phénomène qui a tendance à s'éteindre ? Et dans ces cas-là, ça semble bien compliqué, quoi. Parfait. Madame derrière. Moi, j'avais une question pour Fanny Lacroix, parce qu'on dit souvent que les maires des petits villages ont beaucoup de quotidiens à gérer. Comment est-ce que vous arrivez à gérer ce petit quotidien que vous avez mis de côté pour aller sur la vision, et comment est-ce que vous arrivez à gérer ça avec votre vie personnelle, professionnelle, qui doit être tout aussi intense? En tout cas, c'est ce que disent les maires des petits villages, c'est que c'est dur de combiner l'ensemble des 3. Merci. Monsieur au premier rang. Merci. D'abord, je voulais vous dire, je suis très touché de vous entendre, ça me fait un bien fou, j'adore. Pour reprendre ce que vous dites, c'est Jean Monnet, créateur de l'Europe, un des créateurs, qui dit « L'homme n'accepte le changement que devant la nécessité, il ne voit la nécessité que dans la crise ». Question à vous 4, comment on fait pour que des citoyens acceptent de passer du temps, de réfléchir ensemble avant qu'il y ait une crise ?
Ok, merci beaucoup pour ces 3 questions. On va peut-être démarrer, Fanny, si tu veux bien, par toi, sur le rôle du maire au quotidien. Ça marche. Oui, merci pour la question. Alors effectivement, le maire rural a un quotidien très chargé, même s'il ne gère qu'une faible densité de population, parce que, si vous voulez, il n'a pas vraiment beaucoup de services à ses côtés. C'est-à-dire souvent, on a une secrétaire générale de mairie, un agent technique polyvalent et des élus municipaux qui s'activent pour mener tout ça, dans un contexte où il y a beaucoup de choses à faire parce que justement, il y a eu une désertification, donc beaucoup d'énergie. Donc oui, s'occuper d'une commune rurale, on pourrait croire que ça prend pas beaucoup de temps, mais en fait, c'est tout l'inverse. Donc nous, c'est pour ça qu'on a travaillé à Châtel-en-Trièves vraiment sur la création de cette petite commune nouvelle, qui n'est pas une grosse commune nouvelle, mais on a pu rassembler les services administratifs, créer une petite organisation du personnel, et on travaille aussi avec beaucoup d'autres personnes qui nous inspirent, donc des communes qui ont un peu cette même vision que nous, des personnalités qui sont aussi engagées sur les sujets de la transition écologique, de la participation citoyenne. Donc j'ai fédéré autour de ma commune tout un écosystème d'acteurs qui vient m'aider très gentiment aussi parce que ça l'intéresse qu'on met en place, donc j'ai des appuis. Ça, c'est vraiment très, très important. Et aussi, j'ai un conseil municipal hyper engagé. Sinon, j'aurais jamais pu prendre la municipalité chez moi. J'aurais refusé. Donc, c'est-à-dire que tout le monde a une délégation. On est 15 élus et les 15 élus ont une délégation. On est totalement en fonctionnement horizontal. Et donc, on a constitué une charte en 2020 parce que comme j'étais justement une famille monoparentale avec la garde complète de mes enfants tout le temps et que je devais effectivement continuer mon travail parce que les indemnités des maires des petites communes ne permettent pas de pouvoir arrêter une des 3 vies, c'est ça. Donc on avait passé un pacte tous ensemble pour que l'ensemble des élus soient très très mobilisés dans la vie de la municipalité. D'ailleurs, c'est mon adjoint qui garde mes enfants quand je vais à la réunion de la communauté de communes. Tout ça a été formalisé dans la charte. Extraordinaire, bravo. Voilà. On pourrait en parler longtemps. Mais il nous reste moins d'1 quart d'heure pour 2 questions quand même extrêmes. Enfin, la 3e question, je la garde pour la fin. Je vois vraiment l'intervention de vous 4. Juste, qui veut répondre sur l'affaire de l'exode pendant le Covid? Stein? Oui, ça ne se confirme pas tellement, parce que justement, dans mon livre, je viens de faire une recherche là-dessus. C'est plutôt de ville à ville que ça se passe. Conclusion, il faut développer la nature, ou plutôt le vivant, dans la ville. Je permets d'enchaîner sur d'autres questions, répondre très rapidement. Voilà, très rapidement, le monsieur qui a dit on a soumis aussi un dossier citoyen, ça montre la capacité de la société citoyenne à amplifier des phénomènes. Vous vous souvenez de Paul Varry, le cycliste qui a été tué à Paris. On a créé un mouvement citoyen, c'est pour ça que tout le monde est au courant. C'est moi qui ai mis ce flyer sur vos sièges en vous demandant de diffuser cette pétition pour demander la protection des usagers vulnérables. C'est donc une initiative citoyenne. C'est comme ça que vous pouvez créer de l'amplification. Vous disiez, ça me fait un bien fou, à moi aussi. Et donc, il faut se voir pour faire vivre cette énergie. Et la 4e chose, c'est comment se retrouver. En fait, vous posez la question au bon moment, parce que nous sommes dans la dernière ligne droite, la longue ligne droite avant les élections municipales, en mars 2025. C'est aujourd'hui que les citoyens engagés comme nous, qui sont en train de préparer leur... 2026, sont en train de préparer leur campagne. Donc, participez-y et créez des apéros vous-même pour faire émerger des idées et pourquoi pas vous présenter aux élections municipales. Chiche. Voilà. 3e question, je vais me tourner vers Carlos et Sénamé en premier. Une question a été posée en référence à Jean Monnet. Comment dirais-je, comment mobiliser, c'était la question, comment mobiliser les habitants, les citoyens, et comment les conduire à accepter de donner de leur temps, de dialoguer. Je suis en train de trahir votre question. Mais je voulais ajouter, hier, c'était Baptiste Morisot, parlait de hypnocratie, le livre à lire absolument, parce qu'on est tous sur l'hypnose du digital. Je rejoins sur le fait qu'il faut revenir à des liens. Et les citoyens, aujourd'hui, sont endormis, sont des consommateurs de ce qui existe. Voilà. Ils ne sont pas actifs volontairement, sauf quand il y a un choc. Merci pour ces précisions. Le passage à l'action des citoyens, leur investissement, mais c'est lié à ce que vient de dire Fanny et Stein aussi. Peut-être Sénamé sur ce point. Si la question c'est comment penser sans attendre les crises ou entre les crises, c'est une question que je me suis posée récemment parce que j'ai été beaucoup
ou en tout cas au moins à 2 reprises, grâce à mes amis Felwine Sarr et Rajul Mohammadou, confrontés à des utopies. Donc c'est des gens qui pensent des systèmes qu'ils considèrent beaucoup plus vertueux et qui sont relativement différés par rapport à notre réalité d'aujourd'hui. Et je me disais que c'était tout simplement injuste qu'il n'y ait pas de la mobilisation autour de ces idées-là. Et la réponse que j'ai trouvée, c'est que je pense qu'on devrait enseigner les utopies à l'école. C'est le moyen de leur donner, de les challenger déjà, et puis de leur donner, de commencer à envisager leur praticabilité, de leur donner des outils. Et donc voilà, moi je pense qu'on devrait, alors je ne sais pas à quel moment dans le cursus, mais que les utopies, et les utopies très actuelles, hein, pas celles d'hier uniquement, les utopies qui sont produites actuellement par des écrivains, des penseurs, etc., devraient être enseignées instantanément à l'école. Merci. Carlos. Merci pour votre intervention, très touchante aussi. Et votre question, elle est majeure. Et je vais revenir là-dessus, un peu dans la prolongation de ce qui vient de dire Sénémé par rapport à mon métier. Je suis professeur, je suis enseignant, 66 ans. Donc, je me suis impliqué pour former 2 générations depuis que j'enseigne. J'ai commencé à l'âge de 23 ans. Et donc, dans ces temps en plus compliqués, et vous avez parfaitement raison, donc il ne faut pas attendre que la crise soit là pour se dire merde, il faut se mobiliser. Et Lao Tzu, donc le philosophe chinois, il disait plutôt que maudire les ténèbres, il vaut mieux allumer une bougie. Et donc, quelques siècles après, donc pratiquement 24 siècles après, la question, elle se pose, il faut allumer cette bougie, effectivement, avant que les ténèbres nous entourent. Et un philosophe andalou, qui s'appelle Averroès, dans le XIIe siècle, nous a laissé une phrase qui est un peu un leitmotiv de ma vie de professeur et d'enseignant, et qui malheureusement se confirme dans ces temps compliqués, puisque Averroès disait « L'ignorance génère la peur génère la haine génère la violence. Voilà l'équation. » Et c'est ça l'équation à résoudre. Quand vous prenez un pays comme l'Afrique du Sud, qui a vécu dans la violence interraciale, dans l'oppression du peuple africain, quand les Afrikaners ont pris donc, ces pays, quand Mandela a été 27 ans, peut-être plus, à Robben Island, en sortant des prisons, Mandela disait « Si on ne veut pas répéter ce que nous avons vécu dans notre pays, j'ai 3 mots. Éducation, éducation, éducation. » Et il nous a légué cette phrase « L'éducation, c'est l'arme la plus puissante qu'on n'a jamais pu concevoir. » Et donc, moi, en tant qu'enseignant, en tant que chercheur, en tant que professeur, je dis effectivement, il n'y a qu'un endroit possible dans lequel on peut anticiper par rapport aux crises, c'est l'éducation. Mais pas uniquement l'éducation à l'université ou dans les écoles ou dans les collèges. C'est ce que j'appelle l'éducation de l'altruisme au quotidien. C'est-à-dire, c'est le don de soi, c'est le don du partage qu'il faut amener vraiment complètement à tout moment de notre existence, du matin au soir, et qui passe par des choses qui parfois sont banales. Il m'est arrivé de voir un jeune qui balance une peau de banane sur le trottoir. Voilà, petit garçon là, vous avez oublié quelque chose qui se trouve là par terre. Parfois, ce sont des gestes juste simples, mais qui nous ramènent à un seul devoir, le devoir d'humanité. L'éducation que nous avons aujourd'hui à transmettre, ce n'est pas les mathématiques, la physique, la chimie. Même aujourd'hui, ChatGPT fait mieux que nous, enseignants. Lavoisier, la première loi de la thermodynamique, moi-même je suis largué. ChatGPT me ressort tout ça. Mais ChatGPT ne pourra jamais nous enseigner l'altruisme, jamais nous enseigner l'altérité, jamais nous enseigner la sensibilité par rapport à l'autre. ChatGPT jamais pourra nous dire la souffrance de Carlos Moreno quand il était réfugié politique à 20 ans et que dans un supermarché, un monsieur me disait « Vous n'avez rien à faire ici, mais si vous voulez, je vous donne une banane. »
puisque je ne parlais pas français, je parlais très très mal français, et c'était un insulte, mon ami Balinde, vous connaissez ça, pour me comparer à un singe. Voilà, ça, ChatGPT ne pourra jamais l'enseigner. Vous ne pourrez jamais comprendre la souffrance d'un jeune à 20 ans immigré qui s'est fait arrêter par les flics. À l'époque, j'étais en vélo, il me disait, vous n'avez pas les permis de vélo pour rouler à Paris. Voilà, ces actes-là, ChatGPT ne pourra jamais vous les enseigner. Donc, cette éducation est l'éducation des uns par rapport aux autres. Et ça nous renvoie au même mot que j'avais prononcé tout à l'heure, le soin, la ville du soin. Éducation et soins, ça va ensemble, entraide. Et c'est ça que nous sommes en train de perdre. Et effectivement, nous vivons en démocratie, mais nous sommes très peu dans le monde. Sur 8 milliards de personnes dans le monde, vous regardez les statistiques qui sont sorties il y a 15 jours, il n'y a que 6,6% des gens qui vivent dans une vraie démocratie. C'est-à-dire qui votent, et dans le vote, il sert à quelque chose. Parce qu'il y a des gens qui votent et ça ne sert à rien. Donc l'éducation, elle va aussi avec la démocratie, avec l'exercice démocratique, avec les votes. Et donc, il faut prendre soin aussi de son vote. Parce que les immigrés aux États-Unis qui ont voté pour Trump, aujourd'hui, eh ben, ils les sont foutus dehors. Voilà. Donc, l'éducation, la démocratie et les votes, ça va ensemble. Après, entendu. Il est trop tard. Bravo, Carlos. Au passage, à 12h pile poil, j'animerai une table ronde où il sera, donc sur les tiers-lieux, où il sera question d'éducation à la paix, ici, à l'UNESCO. Venez à 12h. Encore une question. On a encore une dernière question. Quelqu'un? Oui, allez-y. Bonjour. Alors moi, je fais partie de l'association du Low-Tech Lab, donc à Concarneau, et il y en a un à Paris. Et ce que vous disiez justement, Madame Fanny Lacroix, sur tous les ateliers que vous avez mis en place sur la ville, moi, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Et en fait, je fais partie d'une ville qui a un très bon équilibre entre les espaces naturels et l'habitat. Enfin, c'est ce que j'appelle une ville-jardin, en gros, quoi. Sauf que, en fait, j'ai l'impression que les élus, ils ont un peu démissionné. Ce que vous disiez, où ils font beaucoup de gestion. Moi, concrètement, je vois quasiment plus personne dans la rue depuis 5-10 ans. Je suis revenu, enfin, c'est la ville où j'ai grandi. Je suis revenu il y a 15 ans dessus et globalement, il n'y a plus personne dans les rues. Alors qu'en fait, la ville, elle est magnifique. Il y a vraiment un potentiel énorme. Il y a un centre commercial qui a été construit au milieu des champs. C'est entre la Seine, etc. Il y a vraiment, en termes de mobilité, il y a énormément de choses à faire. Et donc voilà, moi, pour répondre à la question du monsieur, je me suis rendu compte que vraiment, il faut, si les élus, ils abandonnent l'animation de la ville, en fait, les habitants, ils abandonnent l'animation. Et en fait, invitez Fanny. Ouais, voilà. Ben justement, en fait, c'est ça, c'est que voilà. Est-ce que tu veux peut-être répondre à cela? Attendez, je pose juste ma question. Oui, mais on est nombreux et il y a alors, je conclue. Donc voilà. Votre question. Allez-y. Donc ma question, c'est ça, c'est qu'en fait, moi, je veux construire un low-tech lab sur place, et je me suis rendu compte qu'en fait, la liste, il y a des projets qui s'empilent en fait, et comment choquer les élus justement Entendu. Merci beaucoup. Alors, voilà. Comment l'élu se laisse interpeller? Je ne pourrais pas dire comment les élus sont arrivés à cette situation de renfermement, mais je pense qu'il y a un enjeu de vitalité démocratique en 26. Il va falloir monter des listes chez vous. Voilà. Merci infiniment à tous les quatre. Bravo. Merci à vous toutes et à vous tous.